à tous. Alors, on se retrouve pour notre deuxième conférence WeChange. Alors, WeChange, on a une association qui accompagne la transition écologique des villes et des écoles. On veut faciliter l'adoption de modes de vie plus durables en favorisant les prises de conscience, en formant les enfants, les enseignants et les adultes, en favorisant des micro-changements, en proposant des défis motivants en classe et sur notre appli. On est 4 cofondateurs, chacun avec sa spécialité. Amaury Benoît est spécialiste du zéro déchet et de l'économie circulaire. Heather est experte en innovation pédagogique. Benoît de Ruvert est artiste. Et moi, je suis ingénieure nutritionniste. Alors voilà notre deuxième mois. Donc pendant ce mois-ci, les enfants en classe avec leurs enseignants ou avec nous ont découvert un panier de fruits et légumes d'automne et fait des jeux. Le cycle 1, ils avaient une soupe aux cailloux tirée de livrage du livre. Les cycles 2, ils jouaient au jeu du haut-bas, dans lequel ils devaient placer des images de légumes, soit dans la terre si c'était des racines ou des bulbes, soit en l'air si c'était des légumes feuilles, des légumes tiges, etc. Et les cycles 3 avaient un jeu de devinettes. Ils devaient faire deviner à leur coéquipier un légume à celui qu'ils ne voyaient pas. Voilà, tout ça pour créer des expositions positives et on verra pourquoi c'est si important. Pour les adultes, on vous rappelle juste brièvement les grands messages de la première conférence et des ateliers enfants. En gros, c'était plus de végétaux, moins d'animaux. Et donc, dans tous les végétaux, c'est toutes les classes les plus variées possibles. Les légumes, les fruits, les céréales, les légumes secs, les fruits à coque, les huiles, etc. Sauf que ce sont les aliments les plus complexes à apprécier. On va voir pourquoi c'est vrai à tous les âges. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va réussir à augmenter cette appréciation. Mais tout d'abord, pourquoi faudrait-il aimer les légumes? Pourquoi on en fait tout un plat? Pourquoi tous les pays s'accordent à dire, selon, avec des messages un peu différents, mais 5 fruits et légumes par jour, 5 a days, 5 colors a day. Il y en a, c'est 2 plus 5, 2 portions de fruits, 5 de légumes. Voilà. Donc j'imagine que tout le monde le sait. C'est parce que les études épidémiologiques montrent un lien entre les grands consommateurs de légumes et puis plus généralement des grands consommateurs de végétaux et un meilleur état de santé. Alors, mais du coup, pour quel état de santé, quels bénéfices vraiment les fruits et légumes apportent? Donc on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais juste pour bien savoir. Donc on sait tous qu'il y a des vitamines et des minéraux. Voilà, toutes les vitamines et les minéraux jouent plein de rôles nécessaires pour le fonctionnement de notre organisme. Voilà, alors on ne se stresse pas non plus sur les manques. Quand on mange des fruits et légumes et des végétaux en quantité, avec une diversité, avec des couleurs différentes, avec du cru et du cuit, il n'y a pas de souci. On a nos vitamines et nos minéraux. Il y a aussi, en plus des vitamines et des minéraux, des micro-constituants protecteurs, tout ce qu'on appelle les polyphénols, les antioxydants, et ça joue des rôles protecteurs. L'eau. Les fruits et légumes, c'est composé à plus de 90% d'eau. Donc c'est plutôt très intéressant pour certains enfants qui ont parfois du mal à boire de l'eau. Voilà. Et je voudrais m'attarder un peu plus sur les fibres. Alors c'est vrai qu'elles n'ont pas une image très glamour parce qu'elles sont associées essentiellement au transit, mais ce n'est pas leur seule fonction. Alors oui, ça permet un bon transit, voilà, avec des effets mécaniques et chimiques. Ça permet aussi d'augmenter la satiété, c'est-à-dire que souvent les aliments riches en fibres vont être plus longs à mastiquer. Du coup, ça va aussi, comme il n'y a pas beaucoup d'énergie, ça dilue la prise énergétique et ça occupe de la place dans l'estomac. Et donc, ça permet une bonne gestion du poids. Voilà, elles jouent aussi des rôles bénéfiques dans le métabolisme du cholestérol et des glucides. Elles augmentent la biodisponibilité des minéraux, donc c'est intéressant, par exemple, dans l'ostéoporose. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de rôles, très nombreux et très bénéfiques. Et en particulier, je voulais m'attarder sur le rôle du microbiote. Notre fameuse flore intestinale, les bactéries qu'on a dans notre côlon, ce qu'on appelle aussi les probiotiques.
Voilà, parce que qu'elles soient insolubles ou solubles, parce qu'effectivement il y a deux types de fibres, on ne peut pas les digérer. L'intestin humain n'y arrive pas, peut ni les digérer ni les absorber, et donc c'est bien les bactéries de notre côlon qui vont les fermenter. Donc elles mangent ces fibres. Voilà, alors on n'en trouve pas que dans les légumes, mais aussi dans les légumes secs, les fruits, les céréales complètes. Donc en gros, tous les végétaux apportent beaucoup de fibres. Et on sait que les recherches récentes montrent que ce fameux microbiote joue des rôles très importants dans le développement de l'obésité, dans le diabète, dans les pathologies inflammatoires. Et de nombreuses équipes de recherche travaillent encore sur le sujet parce que tout n'est pas encore connu. En tout cas, les fibres jouent un rôle dans la perméabilité intestinale. Ça augmente son rôle barrière et ça, c'est une bonne chose. Et donc, si on ne mange pas assez de fibres, trop de produits animaux qui en sont dépourvus, des aliments trop raffinés, vous savez, les pâtes, le riz, le pain, le sucre, tout ce qui est blanc, comparé aux aliments complets ou semi-complets qui sont un peu plus de couleur plus foncée. Si on mange pas assez de légumes ou de légumes secs, la paroi intestinale va s'atrophier et ça augmente sa perméabilité. Et ça a sûrement un lien avec le nombre grandissant de syndrome du côlon irritable ou d'intolérance au gluten. Voilà, donc très important de nourrir notre microbiote en leur apportant des végétaux. Voilà, donc pas de casse-tête non plus, des variétés et des couleurs dans l'assiette. Et voilà. Alors, comment du coup alors, qu'en est-il du coup de la consommation des Français, de leurs fruits et légumes? Donc on va s'appuyer sur les résultats des enquêtes du CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui suit la consommation de fruits et légumes des Français et le suivi des recommandations de santé publique en faisant des enquêtes tous les 3 ans. Donc d'abord, on va regarder les adultes. Donc là, sur ce graphique, vous avez en rose les grands consommateurs de légumes, donc les 5 portions et plus. En bleu, les moyens consommateurs, entre 3,5 et 5 portions. En gris, les petits consommateurs, moins de 3,5 portions. Donc on voit qu'il n'y a que 30% des adultes qui atteignent la recommandation des 5 fruits et légumes par jour. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est en hausse, alors que ça faisait 30 ans que ça diminuait. Et voilà, et c'est surtout grâce aux fruits frais que cette consommation est atteinte. Alors si maintenant on regarde les petits consommateurs, qui sont donc 46% des Français, et ceux qui consomment moins de 3,5 portions, on voit que c'est complètement corrélé à l'âge. Donc plus on est jeune, moins on mange de légumes. Les jeunes générations mangent 4 fois moins de légumes par rapport aux plus âgés. C'est en cause l'évolution des modes de vie, la simplification des repas, et puis aussi la perte du savoir-faire culinaire. Voilà. Mais la bonne nouvelle, là en rose apparaissent les chiffres de 2019 par rapport à 2010, c'est que les jeunes, donc les jeunes et les plus de 65 ans, végétalisent leur alimentation. Donc pour les jeunes, parce qu'ils sont plus conscients du lien entre alimentation et santé, et aussi une plus grande conscience écologique qui fait qu'ils diminuent un peu leur consommation de viande. Si maintenant on regarde les enfants, donc là il y a un enfant sur 10 qui arrive à suivre les recommandations des 5 fruits et légumes par jour, et c'est majoritairement grâce aux compotes. Alors là, le découpage n'est pas complètement le même. Les petits consommateurs, c'est moins de 2 portions. Voilà, les bleus, c'est entre 2 et 5 portions. Si on regarde maintenant ces petits consommateurs, donc il y a 47% des enfants qui mangent moins de 2 portions. Et la mauvaise nouvelle, ça diminue entre 2010 et 2019, mais ça augmente dans le nord, pour ceux qui sont du nord. Voilà, c'est passé de 41% à 58%. Voilà, ça peut s'expliquer aussi à cause des zones de production des fruits qui sont plus nombreuses dans le sud de la France par rapport au nord, et puis aussi par un héritage culturel et économique propre à chaque région.
Et si on regarde maintenant nos petits consommateurs, en fonction du niveau d'études du chef de ménage, donc à gauche vous avez des chefs de ménage sans diplôme, et à droite au moins un baccalauréat, un bac plus 3. Donc on voit que c'est très fort, c'est très fortement corrélé avec le niveau de diplôme. En revanche, bonne nouvelle, enfin ça dépend, mais cet écart se réduit entre les plus diplômés et les moins diplômés. Il y a une grosse augmentation en 2019 des petits consommateurs chez les plus diplômés. Voilà, donc ça c'était juste quelques petits chiffres. Voilà, alors pourquoi les Français n'arrivent pas beaucoup à suivre cette recommandation des 5 fruits et légumes par jour? Est-ce que c'est parce que ce message n'est pas connu? Alors non, parce que c'est le message le plus connu des messages du plan national nutrition santé. 95% des Français connaissent ce message. Donc voilà. Alors c'est pas pour ça que c'est forcément très bien compris. Il y a toujours cette histoire de notion de portion. Est-ce que une fraise ça compte? Donc non, c'est vraiment des histoires de portions. Est-ce que c'est 5 fruits et légumes au total, ou est-ce que 5 fruits? Est-ce que c'est 5 fruits et 5 légumes? Voilà. Mais tout ça pour dire que la réputation santé des fruits et légumes n'est plus à faire. Tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Sauf que ça suffit pas de le savoir pour le mettre en pratique. Donc tout à l'heure, on va réfléchir ensemble à nos freins. Mais une autre raison qui pourrait expliquer cela, c'est qu'à force de ne mettre en avant que les bénéfices santé des légumes, sans parler du plaisir et du goût, et ben voilà, on en vient à opposer inconsciemment ce qui est bon au goût et ce qui est bon pour la santé. Alors que c'est pas lié. C'est pour ça que j'aime pas trop appeler les aliments qui sont plutôt gras et sucrés, que les enfants ont appris à classer dans les produits aliments, comme des aliments plaisir, parce que ça voudrait dire que les légumes ne sont pas des aliments plaisir. Nous, le challenge qu'on s'est donné avec WeChange, c'est de réussir à se faire plaisir avec beaucoup de végétaux et de valoriser leur diversité extraordinaire, leurs belles couleurs, leurs formes rigolotes. Voilà, histoire de se faire plaisir avec des légumes. Et donc on voit qu'effectivement 41% des Français achètent des légumes parce que c'est important d'en manger, alors que par exemple pour le poisson frais, la première raison invoquée c'est parce qu'ils les apprécient. Voilà, et donc cet argument de santé, encore plus pour les enfants, ça marche pas forcément très bien, parce que déjà nous en tant qu'adultes on peut avoir du mal à voir l'intérêt de la prévention quand on est en bonne santé, et donc on comprend que ça ne va pas être le meilleur moteur pour les enfants qui sont vraiment dans l'instantanéité et qui vivent au jour le jour. Donc voilà, on axe vraiment nos actions sur le plaisir, les jeux, les expositions positives. Voilà. Alors, maintenant, on va réfléchir à nos freins. Je vous propose de faire la liste de toutes les raisons qui nous freinent dans notre consommation de légumes. Qu'est-ce qui est difficile pour vous à appliquer tous les jours? Alors, je vous propose de prendre une feuille et un stylo et de noter tous vos freins. On vous laisse 1 à 2 minutes pour le faire. Alors, donc j'imagine que là, on a tous on peut avoir beaucoup de freins. Voilà, tout est entendable et vraiment on fait tous le meilleur avec ce dont on dispose. Voilà, on veut en aucun cas apporter de jugement et nous on veut essayer de faciliter cette consommation de végétaux. Alors, vous avez fait votre petit exercice. Voilà les freins qui sont donnés par les Français quand ils sont interrogés. Donc voilà, il y a les problèmes de goût, que ça soit nos goûts propres ou ceux de nos proches, nos enfants ou notre conjoint, voilà, qui n'aiment pas trop, donc on essaye de ne pas leur en servir. Problème de temps, parce que ça prend du temps à cuisiner. Le coût financier, les fruits et légumes, c'est cher. Le manque de savoir-faire culinaire, je ne sais pas trop comment les cuisiner. Perception de corvée, parce que quand on utilise des légumes frais, cette notion d'épluchage peut prendre du temps. Et
on n'a pas très envie de le faire. Et puis cette perception d'obligation, c'est bon pour la santé, donc il faut que j'en mange. Donc voilà, tous ces freins sont entendables. Peut-être que ça fait écho à vos freins à vous. Voilà, on fait tous le meilleur avec ce dont on dispose. Voilà, en aucun cas on va se culpabiliser. Et nous, en aucun cas, on ne va apporter de jugement, mais on voudrait essayer de faciliter à tous, au plus grand nombre, cette consommation de végétaux. Et donc, en priorité, WeChange, on s'attaque aux problématiques du goût, permettre aux enfants d'essayer d'aimer les légumes, du savoir-faire culinaire, et même de la valorisation de la cuisine, et dans tous les cas, à l'image du plaisir qu'on voudrait changer. Alors, quelques propositions. Problème de goût, on va le voir tout à l'heure, ça s'apprend, on ne se stresse pas. On va voir tout à l'heure plein de solutions. Problème de temps. Alors, il y a des solutions pratiques qui existent. Les produits surgelés basiques peuvent être des très bons alliés. Il y en a qui s'organisent en faisant le batch cooking, par exemple. On prépare le week-end pour passer moins de temps la semaine. Le fait de le faire à plusieurs, ça nous fait gagner du temps en famille. Et puis surtout, en faisant des recettes simples, on peut y passer moins de temps. Voilà. Le coût financier. Alors c'est souvent une perception d'un coût élevé, parce que c'est vrai que les prix fluctuent beaucoup. C'est des produits qui sont fragiles, qui sont liés à la météo. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a du transport. Les prix peuvent effectivement augmenter en ce moment. Mais si on y regarde bien, les légumes ou les fruits ne sont pas les aliments qui coûtent le plus cher dans le panier alimentaire des Français. C'est à peu près 9% des dépenses alimentaires, quand la viande représente 25%. Voilà. Et quand on utilise des produits de saison et des produits bruts, c'est souvent moins cher que des produits transformés. Voilà. Au niveau Voilà, manque de savoir-faire culinaire. Alors ça, on y travaille, on propose des vidéos WeChange qui proposent des recettes où on explique comment des techniques de cuisson. Voilà. Il y a plein de livres, et puis après, pourquoi pas ne pas aller voir ses voisins, ses voisines plus âgés qui peuvent être ravis de transmettre leurs recettes. Voilà. La perception de corvée. Alors ça, on propose aussi, quand on cuisine en pleine conscience, du coup, en fait, de prendre un peu de plaisir à préparer ses légumes, ou en le faisant avec enfants, c'est un moment aussi qui peut être qualitatif. Et puis, si on est tout seul, voilà, on s'écoute des podcasts, ça peut permettre de faire deux choses en même temps. Voilà. Et cette perception d'obligation, voilà, nous, on essaye de voir ça en plaisir. Le but, on essaye de transformer cette espèce de perte de temps, qu'on peut se considérer comme une perte de temps, en moment joyeux, de prendre le temps de bien se nourrir. Et donc, ça permet de retrouver une certaine authenticité, une naturalité, en utilisant des bons légumes, par exemple, de bons producteurs. Voilà. Alors, on vous propose quand même quelques petits liens utiles. Par exemple, il y a un site papyestomaquet.fr qui propose pour chaque légume comment préparer, conserver, cuisiner. Donc ça, c'est toujours utile. On ne sait pas comment cuisiner du rutabaga, hop, papyestomaquet.fr. On ne sait pas quoi faire pour végétaliser plus notre alimentation. Le site menuvégétarien.com est hyper sympa. Et puis, un projet de WeChange dans les écoles, c'est de faire des livres de recettes des familles de l'école. Donc, chaque famille partage sa recette végétarienne du soir, et du coup, ça donne des idées. Voilà, donc à suivre dans vos écoles. Voilà, alors maintenant on va essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile d'aimer les légumes pour un enfant, mais comme on a tous été des enfants, cela nous concerne tous. Alors, pour ceux qui sont en présentiel dans nos conférences, on essaye de les mettre dans la peau d'un enfant qui ne sait pas ce qu'on va lui donner à manger. Et donc, une personne va donner à manger à une autre personne quelque chose qui est bon, mais c'est pas un truc dégoûtant, mais c'est quelque chose qui est plutôt inconnu, et donc retrouver cette sensation de se faire donner à manger quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, pour notre vidéo, on vous propose de retourner dans vos souvenirs
et d'imaginer de retrouver votre pire souvenir alimentaire. Voilà. Alors ça va peut-être pas être très agréable, mais essayez de réfléchir à un moment ou une occasion ou carrément à un aliment qui vous a rebuté. Alors là, on a mis quelques petites photos, mais donc ça peut être des choux de Bruxelles de cantine trop cuits ou du brocoli, être forcé de finir son assiette et de rester longtemps alors qu'on n'a pas fini son assiette, découvrir des insectes à manger dans un autre pays, voilà, ou être dégoûté par des abats, ouais, soit une odeur forte, soit des aspects peu ragoûtants. Donc oui, ça peut être difficile, même en tant qu'adulte, de manger quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est un phénomène qui existe très fortement chez les enfants, ça s'appelle la néophobie alimentaire. Donc c'est la peur du nouveau. Alors, c'est normal, ça fait partie du développement normal de l'enfant qui veut s'affirmer et qui peut découvrir que ça a un grand impact sur ses parents. Et donc ça commence entre 18 mois, 2 ans. Il y a un gros pic entre 2 ans et 6 ans, ça dépend des enfants, et puis après ça diminue progressivement, ça peut être encore assez fort chez certains enfants, à l'adolescence, et puis après à l'âge adulte, ça se stabilise, et ça peut réaugmenter en vieillissant pour nos seniors. Voilà, mais donc du coup, on ne s'inquiète pas, 75% des enfants sont néophobes. Donc votre enfant n'est pas un extraterrestre si tout d'un coup, à 18 mois, 2 ans, il va commencer à refuser des choses qu'avant il mangeait très bien. Donc des degrés peuvent être divers, il y a 40% des enfants qui sont flexibles, donc c'est des enfants qui vont demander à goûter un plat avant de le consommer. On a les rigides, qui eux, il faut fortement les inciter pour essayer de nouveaux aliments. Et puis après, on a les 6% de néophobie pathologique, où là, c'est carrément des enfants qui refusent catégoriquement tout aliment nouveau. Donc là, ça peut être inquiétant pour les enfants, mais pour les parents, pardon. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un passage. Il ne faut pas s'inquiéter, ça passera. Faut pas forcer, parce que du coup, quand on verra de cette histoire de contexte, voilà, on respecte les goûts et les dégoûts des enfants. Alors pour les dégoûts, c'est vrai que même en tant qu'adulte, on a encore des choses qu'on va être incapable de manger. Voilà, si c'est pas 80% des aliments ou 50% des aliments, il n'y a pas de souci. Donc on accompagne et puis vous allez voir, on propose. Alors, il y a juste 2 particularités. Certains enfants ont des troubles de l'oralité, c'est-à-dire que ça peut être très, très jeune, enfin, tout bébé, ils vont avoir du mal à mettre des choses dans la bouche, que ce soit des jouets, mais aussi leurs aliments. Et donc là, ça se traite avec des orthophonistes qui vont progressivement entraîner l'enfant à utiliser leur bouche. Et la néophobie alimentaire peut continuer chez l'adulte. Alors ça concerne que très peu d'adultes et c'est même assez très peu documenté. Mais donc des phobies alimentaires existent, c'est-à-dire que quand vous présentez à ces adultes-là un aliment qu'ils ne connaissent pas, c'est comme si vous leur présentiez une araignée, ou vous présentiez une araignée à quelqu'un qui aurait une phobie des araignées. Voilà. Donc ils ont un répertoire alimentaire très peu divers et ils ne mangent que des aliments connus. Donc voilà, pour ça, des thérapies existent et c'est pas ici qu'on va traiter ces cas particuliers. Mais c'était juste bien de le savoir pour ne pas s'étonner. Alors, pour mieux comprendre la formation des préférences alimentaires des enfants et pourquoi les enfants vont avoir du mal à aimer les légumes, je vais vous présenter une étude qui montre ce que les enfants de 2 à 3 ans choisissent quand ils sont libres de leur choix. Donc, ils ont un mini-self et donc on leur dit, vas-y, tu peux choisir tout ce que tu veux. Donc, c'est des enfants de 2-3 ans. Donc, on voit que les aliments les plus souvent choisis sont les saucisses, les plats composés, les féculents. Tac, 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 ça diminue. On retrouve nos légumineuses au milieu, nos légumes cuits, en dessous les crudités, poissons froids, et puis les légumes cuits mélangés et les crudités mélangées en dernier.
Donc en gros, les légumes et les fruits sont en vert. La couleur bleue, c'est les produits laitiers. Le jaune, c'est les féculents. Et le rouge, c'est les produits animaux. Et donc on voit qu'il y a une très forte corrélation entre l'énergie et le choix. Et donc ça veut dire que ça montre qu'on a une attirance naturelle pour le gras et le sucré. Donc ça c'est tout, c'est inscrit dans nos gènes. Les hommes préhistoriques qui ont pu survivre, c'était ceux qui arrivaient à stocker de l'énergie, et c'est eux qui du coup nous ont transmis c'est inscrit dans nos gènes. Voilà. Et donc, oui, aimer les légumes n'est pas inné, parce qu'en fait, ils n'ont rien pour eux. Donc, déjà, au niveau nutritif, les légumes sont peu énergétiques, et donc on a vu qu'on était naturellement attiré par la prise d'énergie, donc déjà ça marche pas. Adaptative, donc effectivement, on a développé aussi une capacité dans nos gènes à se protéger des plantes qui pouvaient être potentiellement toxiques. Donc tout ce qui peut avoir des goûts un peu amers ou des choses un peu bizarres, naturellement notre corps va nous dire non, ça pourrait nous empoisonner. Ensuite, sensoriel, les légumes sont les champions des textures fibreuses, des textures plus ou moins croquantes, des goûts plus ou moins amers. Donc il y a des freins sensoriels et on verra qu'on peut les apprivoiser. Mercantile, il y a peu de marketing qui est fait autour de ces produits. Ils sont vendus souvent sous forme brute et il n'y a pas de super-héros sur nos légumes, alors qu'il y en a plein sur les paquets de céréales de petit déjeuner, par exemple. Et ensuite, psychosocial, souvent, c'est l'objet de conflits parents-enfants. Voilà, les parents, dans leur fonction nourricière, veulent bien nourrir leur enfant. On sait que c'est bon pour la santé, donc essayent de forcer un petit peu les enfants, et donc c'est synonyme de dispute. Voilà, donc ils ont rien pour eux. En revanche, bonne nouvelle, aimer les légumes, ça s'apprend. C'est comme la politesse. Voilà, et comme la politesse, si vous avez des enfants, vous savez, il faut répéter, 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 répéter. Voilà. Alors, deux choses qui vont marcher pour augmenter cette appréciation des légumes, c'est la familiarisation et un environnement favorable. Alors, pour la familiarisation, en gros, c'est la phrase « plus on connaît, plus on a envie de goûter. Et plus on reconnaît, plus on a envie de goûter. » Ça veut dire que là, toutes les expositions qui peuvent avoir lieu, et de façon positive, vont être bénéfiques, et notamment les expositions qui vont être hors repas. Donc, ça peut être des expositions sensorielles, avec évidemment les enfants qui vont pouvoir toucher, manipuler les fruits et légumes, que ça soit au moment de l'achat, que ça soit au niveau de la cueillette, évidemment le jardinage, mais aussi la préparation des repas. Donc là, il y a un contact plus direct, et le fait quand les enfants sont associés à la préparation du repas, ça a été montré que ça augmente leur consommation. Par exemple, dans la restauration scolaire, il y a des études qui ont été faites. Il y avait un groupe d'enfants qui, on leur présentait du chou à midi et on voyait leur consommation. Un autre groupe avec qui qu'on avait associé à la préparation du chou juste avant le repas. Et dans ce groupe-là, les consommations étaient augmentées lors du repas de midi. Voilà. Et ça peut être aussi des expositions plutôt cognitives par des jeux, des chansons, des lectures. Alors des lectures où les légumes sont plutôt valorisés, parce qu'il y a parfois des lectures où c'est j'aime pas la soupe, des choses comme ça. Et puis tout ce qui est augmentation de connaissances, que ça soit en botanique, donc on peut leur dire comment ça pousse, ça appartient à quelle famille, voilà. L'histoire des légumes aussi est hyper riche, la géographie, l'origine des aliments. Voilà. Et donc tout ça, c'est des expositions positives qui permettent ensuite à l'enfant de connaître le légume, et donc s'il est plus familier, il va avoir plus de facilité à vouloir le goûter. On peut aussi les aider à identifier les OCNI. Donc les OCNI, c'est les objets comestibles non identifiés. J'appelle ça l'effet ratatouille. En gros, quand un enfant a une ratatouille dans son assiette, on voit qu'il y a différentes
différents légumes dans une espèce de sauce. Il y a la peau de l'aubergine qui est noire. Bref, parfois on reconnaît plus les aliments qui composent la ratatouille. Alors, on peut aider l'enfant à dire, bah, si, tu connais ces légumes, qu'est-ce que tu vois? Et donc, on les trie ou on les regarde un par un, on dit, bah si, ça c'est de la courgette, ça c'est de l'oignon, bah oui, il est cuit, donc il a plus tellement la même tête, ça c'est de l'aubergine. Et comme ça, il est rassuré et il peut avoir envie de goûter. Et c'est pour ça qu'on propose aussi dans les écoles des images des aliments pour illustrer les menus de la cantine. Les enseignants peuvent présenter le menu de la cantine avec des images et comme ça, quand les enfants, à leur repas de midi, voient ce qui leur est servi, ils peuvent reconnaître ce qu'ils ont dans l'assiette et donc ils ont un peu plus envie d'essayer de goûter. Voilà. Donc une fois que ils ont envie d'essayer de goûter, voilà, on peut aussi s'approprier les aliments avec nos 5 sens. Et là, on vous encourage à les faire devenir des apprentis du goût, déjà à prendre conscience de leurs 5 sens en faisant des dégustations, de la cuisine ou même du jardinage en pleine conscience. Donc on est attentif à toutes les informations que va nous envoyer nos sens quand on fait ces activités. Et on peut les aider à verbaliser leurs sensations. Ça permet aussi une première appropriation. Donc on peut leur dire, bah voilà, et en mettant des adjectifs dessus pour le toucher, par exemple, bah voilà, c'est dur, c'est mou, c'est lisse, c'est rugueux, c'est collant. Pour l'odorat, bah voilà, tu sens les odeurs de fruité, floral, plutôt de terre. Est-ce que cette odeur te fait penser à un bon ou un mauvais souvenir? La vue, on peut regarder la couleur, la forme des aliments, si c'est brillant, s'il y a des taches. Pour l'ouïe, ça c'est tous les aliments font pas du bruit, mais c'est marrant de s'arrêter sur le croquant, le croustillant de certains aliments. Les enfants aiment bien. Et évidemment, mais ça vient vraiment à la fin, le goût. Est-ce que c'est sucré, salé, amer, acide, épicé? Et puis aussi la texture en bouche. Voilà, il y a souvent des enfants qui peuvent être sensibles à des mélanges de textures et qui n'aiment pas trop ça. Mais donc on peut leur dire, voilà, texture grumeleuse, râpeux, c'est épais, c'est liquide, voilà. Et donc tout ça va les aider à apprivoiser un peu leurs aliments. Et donc on vous recommande d'augmenter leur intérêt pour tous ces aliments. Donc ensuite, là c'était avant la mise en bouche. Là maintenant, le but c'est d'essayer d'arriver au plus on goûte, plus on aime. Et donc ça, des études ont montré que la répétition et la persévérance payaient. Donc par exemple dans ce graphique, en haut, vous avez des légumes qui sont aimés et donc en bas c'est les expositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et en ordonnée c'est la quantité de légumes qui est consommée. Donc pour des légumes aimés, c'est toujours à peu près pareil, 150 grammes. Et pour des légumes non aimés, première exposition, ils en prennent très peu, deuxième exposition un peu plus, troisième, et ça augmente jusqu'à nos 8 expositions, et on en vient à avoir la même quantité consommée de notre légume qui était non aimé au départ. Et donc ça, en gros, c'est, voilà, vous vous souvenez peut-être de votre première expérience de café, de bière, d'alcool. C'est des aliments qui sont difficiles à apprécier, donc au début on n'aime pas, et puis finalement, à force de goûter, on a fini par aimer. Moi, par exemple, je me suis forcée à aimer le café parce que c'était la boisson la moins chère dans les cafés. Au départ, j'aimais pas du tout, puis finalement, à force, maintenant j'en bois tous les jours. Voilà. Donc le but, c'est de ne pas s'arrêter aux premières réactions de l'enfant. Bon, ok, c'est super, on a goûté une fois, pas de souci. Et de reproposer le légume seul à plusieurs reprises. Il y a des enfants, ça va être 4 fois, il y en a 5 fois, 8 fois, et il y en a même, ça peut être beaucoup plus des expressions beaucoup plus nombreuses. Voilà. Dans tous les cas, ne pas le forcer, et on peut même lui proposer de recracher proprement, mais il a mis en bouche l'aliment, et du coup, si t'aimes pas, c'est pas grave.
tu le recraches, mais comme ça, et de le valoriser, il a essayé. Parce que pour certains enfants, c'est vraiment une espèce d'aventure, quoi, d'essayer de mettre quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas dans leur bouche. Alors, pour le pratico-pratique, pour un enfant, une carotte râpée, c'est différent d'une purée de carottes cuites, des rondelles en carottes cuites. Effectivement, de toute façon, ça n'a pas le même goût. Le cru et le cuit, ça n'a pas le même goût. Les aspects sont différents. Donc pour eux, une forme différente, c'est un aliment nouveau. Donc ça veut dire, mauvaise nouvelle, mais ça veut dire que chaque exposition, nos 8 à 10 expositions, c'est valable pour chaque forme. Voilà. Les études ont montré aussi que les enfants préféraient les monoproduits par rapport au mélange. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est plus facile pour eux de réussir à apprécier un légume seul. Faut pas hésiter à les cuisiner avec des matières grasses pour augmenter l'appétence aussi. Et puis, dans les associations, il y en a certaines qui sont bénéfiques ou d'autres plutôt non. C'est-à-dire que quand on associe par exemple des poireaux avec, qui est plutôt non aimé, avec du fromage, ça va augmenter l'appréciation du plat. En revanche, quand on met des petits bouts de ciboulette ou de persil sur nos carottes, pour l'enfant, ça va être quelque chose d'inconnu qui va être mis sur quelque chose qu'ils aimaient plutôt. Donc, ils ont des petites taches vertes sur leurs carottes. Donc, faut juste le savoir. Le but, c'est pas de dire ne mettez jamais de condiments. Au contraire, je trouve que c'est bien de leur faire découvrir ça. Ils l'ont dans leur assiette. En revanche, du coup, on leur explique, bah si, c'est du persil, tu l'as vu, on l'a coupé ensemble, voilà. Et n'hésitez pas à lui dire, bah, pas de souci, tu les enlèves, tu les manges pas, et puis la prochaine fois, t'aimeras peut-être. Voilà. Et donc, le but de la familiarisation, c'est d'arriver à la phrase du « en fait, j'aime ». Donc, au fur et à mesure, on leur a dit plus on goûte, plus on aime. Et puis, donc, ils auront été habitués. Ils savent que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas encore la fois où ils vont aimer, mais c'est pas grave. Et puis, ils arrivent un jour à dire « ah, bah en fait, trop bien, j'ai réussi à aimer ». Donc, on vous le souhaite. Ensuite, il y a des environnements qui sont plus ou moins favorables aux légumes. Déjà, voilà, nos enfants nous imitent. Pour le répertoire alimentaire des enfants, c'est pareil. Ce que mangent les enfants est très corrélé au goût des parents. Et donc ça, c'est un peu normal. En tant que parent, quand on n'aime pas trop un aliment, moi, j'aime pas trop le maïs. C'est vrai que j'en mets pas forcément beaucoup dans mes plats. Voilà. Et donc, notre rôle en tant que parent, c'est d'essayer de les savourer nous-mêmes avec plaisir. Et puis, ça va pour l'entourage, tout l'entourage. Voilà, les enfants suivent notre exemple et pas nos conseils. Et donc, si jamais on leur dit « si, tiens, c'est très bon pour toi, ces choux de Bruxelles », alors qu'on se dit « oh, je déteste et puis c'est sûr qu'il va pas aimer », voilà, ça ne le met pas forcément dans condition de confiance pour essayer. Voilà, alors après, très concrètement, autant commencer au début des repas quand ils ont faim. Ça sera plus apprécié que après un gros plat de pâtes où ils sont servis et puis ils n'ont plus faim, donc les légumes, ça passe à la trappe. Les servir dans des quantités raisonnables, c'est-à-dire tu en veux un peu ou beaucoup, ça va aussi en fonction de leur faim, mais donc, et une fois qu'ils ont cette quantité-là, ça peut être, quand la quantité est petite, c'est moins une montagne que d'essayer de goûter quelque chose quand on a un tout petit peu. Et puis après, on peut les resservir. Et il y a des études qui ont étudié le style éducatif. Il y avait 3 styles éducatifs, le style autoritaire, le style incitatif et le style permissif. Donc permissif, c'était l'enfant n'aime pas, c'est tout, je lui propose pas. Le style autoritaire, c'était il faut absolument que tu goûtes et puis quitte à rester pendant 3 heures à table pour essayer de le faire manger. Et en fait, ce qui marche, c'est le style incitatif, c'est-à-dire incitation à goûter dans un contexte chaleureux. Bon, voilà, c'est pas forcément, c'est facile à dire, peut-être moins simple à mettre en pratique, mais en gros, ok, t'as le droit de pas aimer, mais goûte au moins. Et puis tu peux recracher, il n'y a pas de souci. Et puis avant, on peut lui dire, tu peux le toucher, le sentir, le faire tourner dans ta bouche, et puis tu me dis le goût que ça a. Mais en gros, il faut quand même que l'enfant goûte, parce que sinon, on n'arrivera jamais à ces 8 expositions qui permettront de l'aimer.
Voilà, toujours sans forcer à manger ni à finir l'assiette. On respecte les appétits et puis on respecte les dégoûts. Voilà, on a tous nos aversions. Et dans tous les cas, essayez de rester neutre. Voilà, parce que les enfants sentent bien que si c'est un sujet qui nous tient très à cœur, ils savent qu'ils peuvent avoir cette prise sur nous. Donc bon voilà, c'est tout. Ils n'ont pas réussi. On va pas en faire un plat. On recommencera et puis on continue sans en faire un plat. Dans les messages qui sont plus favorables, on a vu, il vaut mieux valoriser le plaisir pour les aliments sains que les messages nutritionnels. Donc le mange tes légumes, c'est bon pour la santé ou c'est riche en vitamines, ça a un petit peu moins de prise. Et puis ensuite, questionner nos propres représentations des légumes. C'est vrai que quand un enfant entend c'est bon, tu peux laisser tes légumes, mais finis au moins ta viande, en gros dans son esprit, ça valorise la viande, qui est quelque chose d'important, et les légumes, c'est pas important. Donc, limite, finis tes légumes, et puis c'est pas grave, la viande, on la resservira à un autre moment. Ça peut être comme ça. Voilà, en conclusion, aimer les légumes, ça s'apprend, mais même manger tout court, ça s'apprend. Et voilà, on va accompagner notre enfant dans cet apprentissage. Et voilà, voici 4 P qui peuvent nous aider. La positive attitude, voilà, toujours valoriser le légume et puis tous les végétaux. La persévérance, voilà, on l'a vu, de 8 à 10 expositions, voilà, toute la patience, ça paye. Les petits pas, c'est pas grave, il y a des petites progressions et puis on y va par petits pas. Et puis pas de pression, on reste neutre et puis on n'en fait pas tout un plat. Voilà, il y a deux livres qui sont hyper intéressants. L'alimentation des enfants racontée aux parents par Sophie Niklaus, qui est une experte du comportement alimentaire des enfants, et Mon enfant mange mal, qui est un bouquin d'une nutritionniste, médecin nutritionniste, et qui est très très intéressant sur ce côté aussi neutralité, prise que les enfants peuvent avoir sur leurs parents, avec des exemples hyper concrets et de la vie de ses patients. Donc voilà pour voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur comment faire aimer les légumes à tous ou pas, ou aux enfants. Et en défi, on vous propose, alors pour les parents qui ont des enfants dans les classes WeChange, de prendre en photo son enfant avec un fruit ou un légume d'automne, puisque c'est le défi du mois. Et pour les adultes, du coup de manger des fruits et légumes d'automne, et si ça vous aide, de télécharger un calendrier des légumes de saison pour avoir un petit peu pour le savoir. Voilà. Et ben on vous souhaite plein de bonnes dégustations, plein de bons moments végétaux avec vos enfants. Voilà. À bientôt. Au revoir.